chez Dervy. L'initiation maçonnique, à quoi ça sert? L'initiation maçonnique, c'est un rite de passage essentiellement. Quelle différence on peut faire entre les rites de puberté des civilisations premières et l'initiation maçonnique traditionnelle? L'initiation maçonnique traditionnelle emprunte aux différents modes d'initiation, parce que c'est vrai qu'on connaît surtout l'initiation de passage, mais il y a d'autres catégories que j'appelle, moi, d'une façon un peu simplificatrice, les initiations d'institution, c'est-à-dire il y a des formes d'initiation qui vous constituent dans une fonction particulière. C'est par exemple celle du chaman, qui exige un parcours très, très, très dur, avec un certain nombre d'épreuves, pour devenir à son tour l'homme médecine qui va guérir ses collègues dans la tribu. Donc il y a des initiations de passage qui sont obligatoires dans les sociétés primitives, mais aussi dans la nôtre. Le service militaire et les conscrits en étaient une forme dégradée dans nos sociétés. Et puis, il y a les initiations de passage qui vous confèrent un statut particulier, comme par exemple l'ordination du prêtre, la prise des vœux dans un monastère et l'initiation maçonnique en particulier. Elle est un peu les deux. Elle permet de quitter un monde profane, quotidien, et elle permet d'accéder aussi à un nouveau statut, le statut d'initié franc-maçon. À la question à quoi ça sert l'initiation maçonnique, vous avez une réponse immédiate en 2 lignes. Eh bien, ça sert à se changer en mieux. Alors, j'ai Voilà. beaucoup apprécié. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que se changer en mieux, ça a une relation avec la religion du bien-être du 21e siècle? C'est pas simplement une recette pour être mieux dans sa peau, mieux dans sa tête, ça va plus loin que ça. Parce que toutes les propositions qui sont faites actuellement visent un individualisme forcené, un bonheur qui deviendrait quasiment obligatoire, et c'est pas tout à fait de ça dont il s'agit. C'est au contraire, même, je crois pouvoir le dire, c'est que l'initiation maçonnique, elle vous amène à vous poser un certain nombre de questions que vous ne vous posiez pas auparavant. Donc c'est plutôt une déstabilisation qui, au bout du compte, produit effectivement une harmonie plus grande avec soi-même, par des, par des réponses à des questions, par la volonté de mieux rencontrer les autres, de se situer dans le monde en essayant de déterminer un sens à sa présence. Le bonheur viendra comme une récompense supplémentaire, mais ce n'est pas le but essentiel, contrairement aux techniques qui sont proposées actuellement. En loge symbolique, il y a initiation au 1er degré, au 2e degré, au 3e degré. Quelles sont les grandes différences entre ces 3 initiations? L'initiation d'institution qui vous confère un nouveau statut que je décrivais tout à l'heure, c'est vraiment l'initiation au 3e degré. Parce que là, on est face à la condition humaine et à son issue fatale, la mort. C'est une expérience fondamentale, profonde, qui confère à celui qui la vit un autre statut. Les autres initiations au 1er et au 2e degré correspondent, elles, mieux à des initiations de passage. Il y a un temps d'apprentissage, de familiarisation avec le monde maçonnique, et ça correspond au 1er et au 2e degré. Mais à mon avis, l'initiation maçonnique véritable, c'est celle du 3e degré qui fait le maître maçon. Enfin, qui fait le maître maçon virtuel, à lui de le devenir par la suite, effectivement. Quand on est initié au grade d'apprenti, le vénérable dit à l'apprenti quand il arrive, ça va être un travail long et pénible. Est-ce qu'il dit ça un petit peu pour faire un test de pugnacité ou pour autre chose?
Il le fait effectivement pour avertir le candidat, c'est qu'il ne va pas rentrer dans un chemin pavé de roses, hein. Je le disais tout à l'heure, c'est un peu difficile. Il ajoute même, si je me rappelle bien, c'est un travail long et pénible et qui demande des sacrifices. Il va falloir effectivement abandonner une partie de soi-même pour suivre ce chemin-là, abandonner toutes les scories, ce qu'on appelle assez souvent en maçonnerie les métaux, c'est-à-dire essayer de retrouver en soi ce qui fait la condition humaine essentielle, ce qui fait l'humanité au fond de soi et qui est commune à tous les hommes, bien évidemment, puisque c'est d'humanité qu'il s'agit. Mais c'est un travail difficile parce que la méthode maçonnique propose un chemin particulier qui n'est pas du tout une réflexion abstraite comme on peut le voir à travers les livres de philosophie. C'est une expérience quotidienne, c'est une expérience sensible qui passe par la relation aux autres, parfois difficile, toujours compliquée, c'est vrai, et qui demande d'abandonner un petit peu de ses idées par rapport aux autres, d'être bousculé dans ses convictions, de savoir les relire à l'aune de celle de celui qui est en face. C'est donc un chemin difficile, c'est vrai, et c'est un chemin qui demande à quitter un certain nombre de zones de confort dans lesquelles on vivait jusqu'à présent. Est-ce que dans les rituels maçonniques, il y a une relation particulière entre le corps et la pensée? Et qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Le corps et la pensée sont indissolublement liés. On n'en est plus au partage de Descartes entre la matière et l'âme. On est revenu dessus, bien évidemment. Certains défenseurs de Descartes expliquent maintenant qu'il n'a pas vraiment voulu dire cela, mais il apparaît que la matière, le corps, est lié très étroitement à la pensée. Les travaux en sciences neurologiques le montrent à l'évidence. Il y a des états d'âme qui sont déterminés par l'état physique du corps. Donc, il n'y a pas de dissociation entre les deux. Il y a un travail qui se fait à la fois sur le corps et sur l'âme, disons l'âme, le sentiment et l'intellect, les deux réunis. Et c'est sans doute pourquoi la maçonnerie propose une méthode originale avec des positions, des démarches, des signes corporels qui conduisent à travailler son esprit à travers un certain nombre de gestes du corps. Mais je le souligne, hein, c'est une technique qui est bien connue depuis longtemps, et c'est même comme ça qu'on arrive à formater l'esprit de certains individus. Donc, la maçonnerie ne tombe pas dans ces dérives sectaires où le travail sur le corps conditionne très étroitement la façon de penser. Le maître mot est liberté en maçonnerie, et toutes ces transformations sont guidées par ce principe de liberté individuelle, de liberté de conscience. Donc c'est Alors, vrai, il y a un travail du corps qui influe sur la façon de penser, mais qui est fait en totale autonomie et en totale liberté. vous écrivez dans votre ouvrage que les planches sont des bilans d'étapes. Est-ce que Oui. vous pouvez nous en dire plus? La planche est une manière de mettre par écrit, c'est-à-dire d'analyser rationnellement, logiquement, les transformations que l'on a senti se produire en soi. Et cette façon de les objectiver permet effectivement de les prendre en compte dans son évolution et de faire un bout de chemin. À partir du moment où on en a pris conscience, où on les a écrites, réfléchies de façon logique, elles deviennent une étape pour aller un petit peu plus loin. C'est pourquoi je trouve que les planches qui sont demandées aux maçons ont cette importance capitale de faire des bilans provisoires sur la façon dont
on a changé, dont on s'est transformé, dont on réfléchit, et qui permettent effectivement après d'aller un petit peu plus loin. Le langage symbolique s'appuie-t-il sur l'émotion ou sur le rationnel? Et est-ce que des jeunes gens, des étudiants avancés, par exemple, dans le domaine de la science, j'ai un filleul potentiel qui est en train de faire une thèse de doctorat sur l'intelligence artificielle, est-ce que ce scientifique en cours va-t-il pouvoir adopter une démarche symbolique? Ah, mais bien sûr, les deux vont ensemble. De même qu'on le disait tout à l'heure, le corps est indissolublement lié à l'esprit, au mental, et bien de la même façon, l'appréhension symbolique de la réalité est liée à l'appréhension logique et rationnelle. Nous avons deux cerveaux, hein, l'un qui fonctionne plutôt sur l'imagination et l'intuition, et l'autre plutôt sur la logique et la rationalité. Eh bien, il faut marcher avec ces deux parties-là, ne pas en laisser une de côté derrière. Alors, le scientifique peut très bien faire cette démarche-là, mais à condition pour lui de laisser tomber un petit peu des habitudes rationnelles qu'il a prises, parce que Edgar Morin le disait, la rationalité est très efficace, mais totalement desséchante. L'imagination, elle, s'envole très rapidement et permet toutes les fantaisies. Donc, c'est le lien entre les deux qui va permettre de faire une démarche complète, totale et riche. Comment la franc-maçonnerie peut-elle lutter contre ceux qui prennent la fin d'un monde, peut-être pour la fin du monde? Et y a-t-il un rôle de la joie dans la démarche maçonnique? Mais la fin d'un monde, ça c'est possible. Si nous continuons sur cette voie, effectivement, ce sera la fin de l'humanité parce que, eh bien, on arrive à un moment critique où les ressources sont limitées, où l'homme est beaucoup trop nombreux sur Terre pour pouvoir en profiter comme il le faisait avant, et il faut changer les paradigmes qui ont fait vivre la civilisation pendant 5000 ans. C'est difficile, ça va demander du temps, mais si on ne le fait pas, alors oui, je signe, ce sera la fin de l'humanité. La joie, oui, puisque c'est cette invocation qui clôt la fin des travaux, hein, que la paix règne sur la terre, que la joie soit dans les cœurs et que l'amour règne parmi les hommes. Par conséquent, il y a de la joie, et il y a de la joie au sens spinoziste du terme, c'est-à-dire que chaque fois que nous avons le sentiment d'obtenir un élargissement de conscience, un gain de conscience, il s'accompagne d'un sentiment profond de joie et de sérénité. Ça, c'est sûr. Donc, la démarche maçonnique n'est pas du tout ennuyeuse, culpabilisatrice, ou c'est pas du tout comparable à la démarche d'une religion qui inclut le péché originel au cœur des hommes. Hein. Pas du tout, c'est pas ça du tout. Bien au contraire, c'est une démarche totalement libre et qui offre la joie de mieux se comprendre et de mieux comprendre les autres. Ok, eh bien, merci pour votre alerte, merci pour ce travail que je vais pouvoir recommander même à un jeune ingénieur Ah dans le oui. domaine scientifique. Et Robert de Rosa, merci pour tout, à très bientôt.